Il l'adorait, il faisait tout pour elle, tout. Mon mari avait rencontré une autre femme, il a tenté de m'assassiner. Puis ma foi, cette nuit-là, il s'est levé et il lui a sauté dessus. Il avait un regard, on aurait dit un fou. Aujourd'hui, toute une histoire s'intéresse à ceux que l'amour a conduit aux pires extrémités et qui ont fini par tuer ceux qu'ils aimaient. Il n'y a aucune notion d'amour dans le crime passionnel. Avec aussi l'histoire de José. Après 6 ans de vie commune, elle a découvert que son compagnon était l'auteur d'un crime passionnel. On a découvert qu'il avait tué son épouse et qu'il l'avait étranglée et puis découpée et mis au congélateur. Je me suis dit, je vais prendre des cachets et puis je vais m'endormir et ce sera fini, quoi. Et puis voilà. Et là, je me suis dit, non, je peux pas me tuer, quoi. Qu'est-ce qu'il va devenir? Est-ce que Michel va devenir? Et voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous, merci de nous recevoir. Bienvenue sur le plateau Toute une histoire. Merci pour nos invités. Chaque année en France, 200 personnes à peu près sont jugées pour avoir tué ou au moins tenté de tuer celui ou celle qu'ils disaient aimer, par-dessus tout. Patricia, par exemple, qui est en témoignage masqué aujourd'hui avec nous, a reçu 3 balles dans le corps tirées à bout portant par son mari. Angélique a assisté impuissante au meurtre de son nouveau compagnon par son ancien amour. Elle a été miraculeusement épargnée, se demande encore aujourd'hui pourquoi. Qu'est-ce qui a poussé au meurtre? Peut-on tous aimer à mort au sens propre du terme? Un coup de folie passionnel peut-il nous rendre tous criminels? Nous allons voir avec nos invités d'aujourd'hui, en commençant avec Marc Gégère. Bonjour Marc, content de vous revoir. Vous êtes avocat pénaliste. Vous êtes souvent amené à traiter des dossiers de crimes passionnels, qui sont toujours des dossiers qu'il faut couler beaucoup d'encre, parce que on a tous une capacité à pouvoir s'identifier dans des dossiers comme parce qu'on est capable d'amour, tout simplement. À quoi ça renvoie, crime passionnel, dans la loi française? Mais dans la loi française, à pas grand-chose, puisque on verra, et vous le verrez au travers de votre émission, chaque crime passionnel est vraiment individuel. Ça obéit à une personnalité, à un enchaînement d'événements qui font qu'on n'a jamais légiféré sur le crime passionnel. Jusqu'à il y a quelques années, les circonstances atténuantes, telles qu'elles étaient prévues dans le Code pénal, étaient systématiquement utilisées pour les crimes passionnels. Si on revient avant 1965, on se rend compte que un homme qui rentre chez lui et qui voit sa femme commettre l'adultère, s'il tuait sa femme, n'était pas punissable. Avant 65, incroyable. Avant 65. Et la réciproque n'était pas vraie. On avait le droit de tuer sa femme si elle nous trompait. Absolument. Pas l'inverse, hein? Non, jamais, puisque à l'époque, c'était l'homme qui était le maître de la famille. Dieu. Voilà, en gros, c'était ça. Donc, il n'y a pas vraiment de législation en matière de crime passionnel, mais par contre, comme vous l'avez dit, chacun peut s'identifier. C'est quand l'amour est immobile, en fait, quand l'amour est au centre du crime. C'est quand on est pas allé pour de l'argent, au-delà de la raison et que ce n'est que la passion qui vous fait agir. Et à ce moment-là, on estime qu'on peut être aveuglé par sa passion et les jurés souvent l'estiment. 3 victimes de crimes passionnels sur 4 à peu près sont des femmes. Qu'est-ce qui pousse ces hommes à assassiner leur compagne? Y a-t-il un genre d'homme qui passe à l'acte? Cela peut-il arriver à tout le monde? C'est le premier volet de notre émission que nous abordons tout de suite avec vous, Christelle. Christelle, votre papa a assassiné votre maman il y a un peu plus de 10 ans de cela, c'était en 1996. Il lui a tiré dessus parce qu'elle l'avait quitté. Ils étaient ensemble depuis combien de temps? Plus 27 ans. 27 ans de mariage. Oui. Votre père était-il amoureux, à votre avis, en tout cas, de votre maman? C'est ce qu'il a dit. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Non. C'était une femme soumise, trompée pendant 27 ans de mariage, donc pour moi, non. Au moment où votre maman a décidé de le quitter, après avoir été trompée? Battue. Humiliée? Est-ce que vous auriez pu imaginer que votre père, tout agressif qu'il était, ait pu basculer à ce point? On s'y n'attend jamais. Moi, personnellement, non. Je le savais violent, mais du point à tuer ma mère, non, pas du tout. Armé? Oui. Chasseur? Il était chasseur, oui. José, votre compagnon n'a jamais été agressif? Non, jamais. Qu'avez-vous pensé de lui lorsque vous l'avez rencontré pour la première fois? Que c'était l'homme parfait, l'homme rêvé, quoi, que toute femme, l'homme que toute femme rêve de rencontrer. C'est-à-dire? Quelqu'un d'attentionné, quelqu'un qui savait bricoler, qui savait cuisiner, qui était tendre, voilà, quelqu'un de très attentionné, de gentil, de gentil. Vous êtes tombée amoureuse de lui en 1993, vous avez vécu ensemble au bout de 2 ans, ce qui paraît être un délai suffisant pour pouvoir se connaître, et pourtant vous avez été surprise, on va le voir au cours de cette histoire. Oui. Est-ce que vous diriez pour autant qu'il était véritablement serein, calme? Non. Disons que quand on a vécu ensemble dans la maison où il a commis le crime, là ça a commencé à... Il était
toujours très nerveux, il faisait des cauchemars la nuit. Surtout la nuit? Oui, surtout la nuit. Il criait la nuit. Il criait dans son sommeil? Oui, dans son sommeil, oui. Il se relevait comme ça, brusquement. Et moi, je me disais, mais enfin, qu'est-ce qu'il a? Donc, Vous lui posiez Et la puis- question de savoir qu'est-ce qui pouvait l'angoisser à ce point la nuit? mais bon, C'était toutes les nuits? Non, c'était pas toutes les nuits. Non, c'était pas toutes les nuits. Mais on a fini par, à certains moments, faire chambre à part, quoi. Ah bon, parce à que ce point? c'était, oui. Mais c'est Il pas a simplement dit, des cauchemars, voilà. c'est Oui, du bruit. c'était. Oui, c'était. Ça, vous n'avez pas peur, hein? Mais non, parce que bon, je ne savais pas. Non, à ce moment-là, je connaissais pas l'histoire, donc bon. Il vous moi, je me disais, racontait ses cauchemars? non. Vous étiez curieuse, vous posiez des questions? Non. Enfin, oui, avec la disparition de sa femme, oui, là, je posais souvent de questions, parce que bon, il m'avait dit qu'elle avait disparu, qu'il ne savait pas où elle était, etc., etc. Donc, ça m'inquiétait un peu. Mais quoi. vous ne faisiez pas de lien avec les cauchemars, non, en tout cas? Non. Donc à vous entendre, rien. vous aviez véritablement trouvé l'homme idéal. Pourtant, les choses sont rarement aussi simples qu'elles le paraissent. Vous nous raconterez tout à l'heure dans quelles circonstances vous avez découvert une facette de cet homme que vous aimiez profondément et que vous et que j'aime n'auriez toujours. et que vous aimez toujours. Oui. Une facette de cet homme que vous n'auriez jamais soupçonné. Il avait un passé, on l'a compris entre les lignes, entaché de sang. Patricia, votre ex-mari a tenté de vous tuer parce que vous aviez décidé de le quitter? Oui, tout à fait. En fait, j'avais décidé, suite à de nombreuses années où j'ai mis du temps à comprendre que j'étais pas heureuse avec lui et que je vivais pas, mais que je survivais. Donc, j'ai décidé de le quitter et lui, j'ai essayé de le faire en douceur parce que c'était quelqu'un de très nerveux et très caractériel. Et en fait, la douceur n'a pas apporté grand-chose à part l'acte qu'il a commis. Quel acte exactement? C'est-à-dire qu'en fait, lorsque je lui ai dit que je le quittais, donc j'ai été très très en douceur et il s'est avéré qu'un jour, il m'a accueilli avec le fusil et m'a tiré dessus. À bout portant? À bout portant, oui, tout à fait. Dans quelle partie de votre corps? Alors donc j'ai été touchée dans un premier temps, j'ai eu le réflexe de mettre une chaise devant moi, donc ça a déporté la balle et j'ai pas été visée au cœur mais à la tête parce que je me suis baissée. Donc j'ai pris une C'est balle une dans chance la tête. d'être touché à la tête? Oui, parce que j'aurais pu mourir. En fait, il visait le cœur et le cœur, il n'y avait rien pour parer devant, donc je ne serais pas là à vous parler aujourd'hui. Ça veut dire qu'il tirait pour tuer, quoi? Voilà. Et donc j'ai eu également une balle à la cuisse et une balle le long de la hanche. 3 balles en tout? Oui. Enfin, Ah, il y en vous a êtes une tiré plus, miraculée. mais il y en a que 3 en fait qui ont atteint leur cible, on va dire. Pourquoi vous êtes en coulisses et pas sur le plateau? Parce qu'en fait, moi, j'étais prête à venir parce que bon, j'ai fait un peu, on va dire, j'ai fait le tri dans cette histoire et je m'en suis très bien sortie. Mais en fait, mon entourage est contre et notamment mes filles ont peur pour moi. Elles ont peur que. De quoi? Elles ont peur que le fait de me voir à la télé et que j'en témoigne, qu'ils reviennent faire un geste irréparable. Il est où actuellement? Actuellement, donc, il est sorti de prison et il a refait sa vie. Avant le drame, est-ce que vous pouviez imaginer que votre ex-mari devienne un criminel? Non, pas du tout. C'était quel type de type à la maison? Il était très taciturne, renfermé, il n'aimait pas sortir, il n'aimait pas les vacances. Agressif? Pardon? Agressif? Oui, il n'était pas Bougon. violent. Et en Bougon, fait, j'ai l'impression. Voilà, bougon, et quand ça allait pas, en fait, il cassait tout ce qu'il trouvait sous la Ah main. bah quand même, oui. Oui. Il cassait quoi, par exemple? S'il avait un magnétoscope qui pouvait le prendre, il le jetait. Une fois, il a pris une massue et il a donné un coup dans une porte qui était dans l'atelier. Disons qu'il avait des gestes. Effectivement, il était très caractériel et quand il était en colère... Ah, ça, c'est pas bougon, madame. Ça, c'est quand même un peu... C'est fou, oui. Pas violent contre vous, mais agressif, quand Oui, même. oui, très, très Pas Marc, je agressif. parle sous votre contrôle, mais enfin, des coups de massue, quand même, dans des Oui. des magnétoscopes qui valsent, etc. Enfin, il cassait véritablement les objets. Vous n'aviez pas peur, vous? Non, j'avais pas peur. J'avais l'impression que je le contrôlais et que j'arrivais en fait à faire redescendre la pression quand il était énervé. Je parlais énormément et j'avais l'impression de maîtriser quand même. Et en fait, mon père avait énormément peur pour moi et lui était conscient qu'il pouvait aller jusqu'à l'irréparable. Vous aviez peur de votre père, Christelle, vous, quand vous étiez enfant? Oui, beaucoup. Beaucoup, énormément. 5 minutes en retard, c'était la fessée, quoi. Donc, La petite fessée? Oh non. Oh non. Il y avait 10 déphases. De 2 ans à 10 ans, c'est fessée. De 10 à 15, c'est le poing. Et après 15 ans, je ressortais, l'œil explosé, le nez en sang. C'était ces phases. José, vous avez eu peur de votre compagnon avant que vous preniez connaissance de ce qui s'est passé? Jamais. Et vous, Angélique, est-ce que vous aviez peur de votre ex avant qu'il s'en prenne à celui qui avait pris sa place dans votre cœur? Jamais.
C'était quel type d'homme? Comme la dame, un petit peu très gentil, doux, attentionné. C'est quelqu'un qui m'avait apporté beaucoup. Mais très vite, je me suis aperçue de son comportement hyper jaloux. Jaloux à quel point? Ouf. C'était... je ne pouvais pas recevoir une amie à la maison. Une amie? Ah oui. C'était... Il m'appelait 15-20 fois, si c'est pas plus. Et qu'est-ce qu'elle fait là? Et pourquoi elle est là? Et quand est-ce qu'elle part? Et de quoi tu parles? Et sans arrêt. Et si c'est un homme que vous voyez à ce moment-là, alors Oh là, c'est pire. Ah, c'était même pas la peine, oui. Et ça fait pas peur? Au début, non. Au début, voilà, c'était pas autant. Voilà, c'était au bout de quelques mois qu'on a été ensemble, quoi. Mais bon, je me suis quand même très vite aperçue. Quand j'ai vu que ça allait trop loin, bon, on a eu plusieurs séparations. Mais comme c'est quelqu'un qui m'avait apporté beaucoup, il m'a donné beaucoup d'amour. Vous rendez heureuse? Ah oui, oui. Je reconnais que oui. À tout point de vue? Ah ben oui, j'étais magnifique pour lui. J'étais... Vous êtes sentie aimée, quoi. Ouais. Ah oui, je me sentais aimée, je me sentais bien, je me sentais femme. Alors cette jalousie, peut-être qu'elle renforçait même le côté je me sens super aimée. En fait, au départ, sa jalousie, qu'elle était minime pour moi au début, voilà, de notre rencontre, j'en étais fière, en fait. Je me disais, s'il est jaloux, c'est ce qu'il m'aime, quoi. Donc ça, mais bon, très vite, je me suis aperçue que mon téléphone sonnait, il ne supportait pas, qu'il s'est changé de suite de caractère. J'y tiens, bon, voilà, ça tournait... Mais bon, très vite, ça a été des scènes un peu plus dramatiques quand même, on va dire. C'est-à-dire? On allait chez ses amis, des exemples, il y en a plein des exemples. Et on était une dizaine, à peu près 10-12. Et son ami, donc, qui était assis à un bout de table, moi j'étais assise en face de lui, à gauche, c'était que des amis à lui de toute façon, quoi. À un moment donné, les gens, en fin de soirée, sont partis. Et la personne qui était en bout de table est venue s'asseoir entre nous deux, justement, pour être plus proche parce qu'il était en bout de table. Lui, de suite, c'était... voilà, il a fait exprès, tu te rends compte de rien. Sur le moment, il le disait ou il vous gardait ses bonnes réactions à la maison? Non, je voyais qu'il était froid. Ça montait? Non, il disait rien devant les gens, il disait rien, jamais. Vous le sentiez que ça montait Moi, en oui. lui, mais vous saviez que c'est plus tard que ça allait s'exprimer? Voilà, après dans avec la des voiture. mots? Ah oui. Jamais avec des gestes? Pas des gestes, non. Une fois, ça a été les gestes, c'est tout. Une fois. Il y a un couple qui est venu à la maison, je ne sais même pas la raison aujourd'hui non plus, quoi. De suite, il voyait un comportement, lequel je ne sais pas, mais pour lui, il y a quelque chose qui ne lui a pas plu, quoi. Et en fait, il est allé fermer le portail. Quand il est rentré, je suis assise au canapé, il m'a mis la main à la gorge, c'était la seule fois, quoi. Et dans ses yeux, qu'est-ce que vous avez vu à ce moment-là? Eh ben, en fait, c'était bizarre, quoi, parce que, comme j'ai du caractère, de suite, j'ai réussi à me relever en lui disant, attends, un homme ne me touchera jamais ça, j'accepterai jamais, quoi. Mais de suite, il s'est mis à pleurer. Arnaud Martorell est psychiatre et effectue des expertises auprès des tribunaux. Comment expliquer qu'aucune de ces femmes n'ait vraiment eu peur de ces hommes avant qu'ils ne commettent des actes aussi violents? Eh bien, tout simplement parce qu'elles ne les connaissaient pas, parce que c'était des hommes gentils, parce qu'il y a des gens qui peuvent donner une présentation d'eux-mêmes extrêmement avenante et agréable, et le témoignage est très bien, là, un homme gentil, aimant, qui gratifiait la femme dans son désir d'être dans sa féminité, et qui, après, à un moment donné, présente l'autre face de la médaille, si on peut dire, donc ce côté caché, ce côté qu'il n'exprime pas, qui est celui d'un homme psychorigide, un petit peu limité, extrêmement violent en puissance. Et violent en puissance, pourquoi? Parce qu'il a peur. Il a peur de perdre quelque chose qu'il considère comme être son bien, quelque chose qui lui appartient. Donc, ces hommes qui sont en proie au sentiment d'abandon, dès qu'ils se lâchent un petit peu, disent est-ce qu'on ne va pas m'abandonner, on ne va pas me trahir, peuvent être très violents de façon préventive. Une chose nous appartient, une personne ne nous appartient jamais. Évidemment, bien évidemment. C'est ce que tout un chacun sait bien lorsqu'il est dans la maturité. Alors, est-ce qu'on peut déterminer un profil psychologique de criminel passionnel? On va écouter un coupable qui a accepté de revenir sur son acte. Cet homme a été condamné à 8 ans de prison pour avoir tiré à 4 reprises, dont 2 fois en pleine tête, sur sa propre femme qui a miraculeusement survécu. Mais j'avais aucune intention de la tuer, quoi. J'ai fait ça par... je sais pas comment je pourrais vous dire, par amour, je l'aimais trop fort, quoi. Et je supportais plus la séparation de ma femme, de ma fille. En plus, je pouvais plus supporter.
j'avais une vie de famille, que j'aimais bien avoir ma vie de famille. J'étais content, j'étais heureux. Et quand elles sont parties, ça a été insupportable. Ouais, tout s'est écroulé, quoi. C'est comme si j'avais tout perdu. Plusieurs fois, j'ai écrit des lettres, j'ai écrit à sa famille pour m'excuser. Ils voyaient bien vraiment que je voulais pas... Je suis pas un assassin. Je suis un homme comme tout le monde. Je vis comme tout le monde. Et un jour, j'ai pété les plombs. Arnaud Martorell, on disait tout à l'heure, dans les 3/4 des cas, ce sont des hommes qui sont auteurs des crimes passionnels. Est-ce que vous avez une explication à cela, Arnaud, Marc? Moi, l'explication que je peux présenter comme ça, c'est que les hommes, en général, ils s'expriment davantage par le passage à l'acte violent, physique, que les femmes, en général. On le sait, par exemple, au niveau de la délinquance, c'est plutôt des garçons que des filles qu'on rencontre. L'explication définitive, je n'en ai aucune, à vrai dire. On sait que certaines femmes peuvent être très violentes aussi, mais enfin, c'est vrai, c'est en général les hommes qui passent à l'acte de façon physique, comme si c'était plus facile pour les hommes d'utiliser cette voie d'expression. Je pense qu'il y a aussi Enfin, on s'en rend compte, quand on voit ces hommes jugés, souvent ce sont des grands faibles. C'est ce que disait le docteur Martorell tout à l'heure. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont très peu sûrs d'eux-mêmes. Donc ils ont une telle angoisse d'être laissés qu'ils sont beaucoup plus capables de passer à l'acte dans un moment de désespoir. Parce que pour eux, la vie s'arrête au moment où ils sont laissés. Donc puisqu'ils sont laissés, il faut que la vie s'arrête pour tout le monde. Noël, vous pensez que les femmes ont moins l'instinct meurtrier que les hommes? Moi, l'instinct meurtrier. Dites ce que vous pensez. Moi, j'ai eu envie de tuer et j'ai toujours envie de tuer l'homme qui m'a fait du mal. Vous avez toujours envie de... C'est une idée qui reste persistante en vous? Oui, parce qu'on était mariés chacun de notre côté, et nous avons une liaison. Il m'avait promis... Bons et merveilles. Voilà. Et après, il s'est rétracté, il m'a dit qu'il ne quitterait jamais sa femme. Et moi, je suis tombée en dépression et puis j'ai pensé à le tuer. Vous avez quitté votre mari, vous? Maintenant, je suis divorcée, j'ai essayé de recoller les morceaux. Et maintenant, la famille est explosée, les enfants ont souffert. Et puis c'est la grave dépression qui va avec, cette impression de petite mort qu'on peut ressentir au fond de soi. Les 2 premières tentatives de suicide sont liées à cette personne. Un chagrin d'amour. Il y a combien de temps que vous êtes séparés, quoi, que vous avez compris que vous ne feriez rien ensemble tous les deux? Oh, il a fallu du temps. Hein. Il y a combien de temps que vous avez compris qu'il n'y aurait pas de vie commune possible avec lui? Fin d'année 2000. Donc ça fait 7 ans que vous avez envie de le tuer? Oui. Et ça fait 7 ans que vous vous retenez? Oui. Et vous vous retiendrez tout le temps? Je ne sais pas. Enfin, je pense Qu'est-ce qui vous retient, en tout cas? Mes enfants. Je ne veux plus faire souffrir mes enfants. Elle a un rapport à la norme. Elle a un rapport à la loi, cette femme. Si elle avait dû passer à l'acte, elle serait passée à l'acte depuis fort longtemps. Est-ce que Noël, d'après vous, aurait pu réellement être dangereuse? Elle aurait pu le tuer, oui. Elle aurait pu le tuer. J'en ai toujours envie, hein. Elle aurait pu le tuer, pratiquement, donc déjà réalisé, si il y avait eu des circonstances, une situation qui facilitait le passage à l'acte. Alors c'est très important. Un pays en guerre, une guerre civile, enfin ou tout simplement, encore plus facile que ça, elle le voit avec quelqu'un, il lui jette un regard un petit peu condescendant ou méprisant, ou qu'elle vit comme étant un regard humiliant. Il y a un objet contendant ou autre qui est proche d'elle, et puis ça va très très vite. Mais je crois aussi que le temps finit par cicatriser un petit peu cette haine narcissique. Angélique, vous vous êtes retrouvée au cœur d'un drame. Votre ancien compagnon a donc assassiné votre nouvel ami devant vous, sous vos yeux. Au départ, vous disiez, comme José, que c'était l'homme parfait, enfin le grand amour, celui qui faisait très très attention à vous, bon, qui était un petit peu trop jaloux, mais on peut le prendre aussi comme étant une valorisation narcissique. Il m'aime, il est jaloux. Bon. Au fil des mois, votre compagnon est devenu de plus en plus jaloux. Qu'avez-vous pensé quand il a dépassé franchement les bornes? Est-ce que vous vous êtes dit, je suis en danger? Quand il a posé sa main sur votre gorge? Non. Ah, vous dites ça, il va se calmer, vous vous êtes dit? Oui. Oui, parce qu'en fait, très vite, comme je me suis levée et que je l'ai vu qu'il s'est mis à genoux, il s'est mis à pleurer, je te demande pardon, excuse-moi, mais je ne sais pas pourquoi je fais ça. Je ne pensais pas. Et comme c'était quelqu'un de gentil, doux. Vous diriez de fort ou de faible? Faible. Faible. Finalement, à cause de ces accès de jalousie, vous avez décidé de quitter cet homme. Quand vous l'avez dit sur le coup de la séparation, comment a-t-il réagi? Il ne croyait plus, c'était pas la première fois. Il n'y croyait pas. Donc il s'est dit, waouh,
pensais voilà, me laisser quelques jours, le temps que ma colère passe. Et... On a tous l'impression d'avoir vécu des situations comme celle-ci, d'une manière ou d'une autre, peu ou prou, mais comment imaginer en fait l'incroyable, comment concevoir que celui que l'on aime encore et toujours, puisse tenter de nous assassiner. Beaucoup de victimes ou de proches cherchent toujours la réponse à cette question en vain. Parce que mon mari avait rencontré une autre femme, il a tenté de m'assassiner. Non, mon frère, non, j'aurais pas pensé qu'il était capable d'un tel acte, pas du tout. En France, plus d'1 millier d'homicides sont commis chaque année. Un quart sont des crimes dits passionnels, motivés par une jalousie excessive ou une passion dévorante. L'amour peut-il vraiment pousser au crime ? Il n'y a aucune notion d'amour dans le crime passionnel. C'était un crime de manque d'amour et surtout de manque d'amour propre, en général. Les personnes qui n'ont aucune estime d'elles-mêmes ne peuvent survivre qu'en faisant une union fusionnelle complète avec une autre personne. Si bien que quand il y a une menace de séparation, tout s'écroule pour elle. Il l'adorait, il faisait tout pour elle, tout. Puis le jour où il a reçu sa lettre de divorce dans la boîte aux lettres, tout a été détruit pour lui. Il s'y attendait pas du tout et c'est là que le drame s'est déroulé cette nuit-là. Moi, c'était pour la vie. Il s'avère que bon, ça m'a terminé. Il va y avoir du chantage affectif, il va y avoir de la dépression, il va y avoir l'achat d'une arme, il va y avoir... avec l'espoir toujours que ceci est impossible. Et c'est quand on a l'impression que ça devient possible qu'il y a le passage à l'acte. Puis ma foi, cette nuit-là, il s'est levé et il lui a sauté dessus. Alors, il y a eu des lacérations lame rasoir. Elle a eu un poumon perforé. Et puis, lui, il a eu pareil, quoi. Il s'est fait aussi des lacérations à la gorge. Et puis, dans le ventre, le 14 février 89. Et il est travaillé de nuit. Et je m'étais un peu assoupie quand j'ai entendu les freins de la voiture de sport de mon mari qui rentrait. D'habitude, il allait au WC, il tirait la chasse, il mangeait, on entendait le frigo. Là, rien. Seulement un bruissement. Et c'est là que ça a attiré mon attention. J'ai dit, il se passe quelque chose de pas normal. Mais il a peut-être eu un malaise. Et quand je me suis levée, il y avait donc le tuyau d'évacuation du lave-vaisselle sur mes pantoufles. J'ai suivi le tuyau et je me suis aperçue qu'il était branché sur la gazinière. Il espérait le faire passer en suicide. Je pense pas qu'il avait conscience de ce qu'il était en train de faire. C'est l'autre homme, c'est pas lui, c'est l'autre homme. Il m'avait dit, c'est comme si c'est une peau qui s'enlevait de moi, un homme qui s'enlevait de moi, c'est l'autre. Mais je voyais dans ses yeux, il avait un regard, on aurait dit un fou. Il a eu, si vous voulez, lui, il a eu un grand amour pour cette femme et ça lui a fait changer complètement de comportement. Parce qu'il était quand même pas comme ça, j'aurais pas pu l'aimer si au départ il avait été comme ça. Comment se fait-il qu'en ayant toutes ces facultés, on ne puisse pas maîtriser la violence quand elle monte comme ça en puissance ? Est-ce qu'on peut déceler les signes avant-coureurs avant qu'il ne soit trop tard, avant le jour J où vous avez chacune quasiment sauvé votre peau ? Le jour J où tout a basculé, c'est la seconde partie de notre émission. Angélique, il avait promis de changer après toutes ces crises de jalousie. Et puis il reprenait son comportement. Vous aviez promis de partir et puis à chaque fois vous reveniez. Et puis un jour vous êtes parti pour de bon. Comment s'est-il comporté avec vous à partir du moment où vous n'étiez plus avec lui, où il a senti que tout était perdu ? Ça a été des harcèlements téléphoniques. Qu'est-ce que vous appelez du harcèlement téléphonique ? Il m'appelait 60 fois par jour, si c'est pas plus. Pour vous dire quoi ? Je suis contente de t'entendre, j'ai besoin de ça, j'ai besoin, voilà, c'était ces mots, quoi. Vous répondiez au téléphone quand il se fait En fait, au départ, je répondais et il y a des jours où je répondais pas. Quand je répondais pas, il était très, très agressif. Il supportait pas que je réponde pas. Donc vous répondiez pour le calmer ensuite ? Voilà, je répondais pour calmer un petit peu. Qu'est-ce qu'il disait à ce moment-là ? Il y a des fois où il me menaçait. Il menaçait de me tuer, de tuer mes enfants, voilà. Et quand je répondais, que je disais, mais c'est quoi ces menaces ? Mais non, je regrette ce que j'ai dit. J'ai besoin d'entendre ta voix, ça me fait du bien, tu comprends ? Ça va loin, hein ? Voilà, ça va, oui. La violence de votre père, Christelle, a éclaté lorsque votre mère lui a annoncé qu'elle voulait divorcer. Elle était déjà là, cette violence, oui, mais là, elle s'est vraiment exprimée de manière extrêmement terrible. Comment il a réagi ? Quand ma mère a décidé de demander le divorce, elle a commencé à la frapper, à la battre. Donc, dû à ça, on a appelé le médecin. Vous étiez là ? Non. Le jour où il l'a frappé, j'étais pas là. Mais quand je suis revenue, il y avait le médecin traitant qui avait décelé des côtes cassées de ma mère. Et il avait dit à mon père de déposer les armes ailleurs, comme il y avait des armes à la maison, parce qu'il voyait mon père dans un état dépressif.
nerveux. Mais votre père, après avoir cassé les os de votre mère, il se comportait comment? Il pleurait, il disait pardon, comme à chaque fois. Hein. Et... Vous aviez peur pour votre mère, hein? Oh oui. Vous avez eu peur toute votre jeunesse pour votre mère, en fait? Tout le temps. Je la protégeais. Tout le temps. Je préférais, c'était moi qui avais les coups. Parce qu'il y avait des heures pour mettre le lave-linge. Si elle avait fait oublier de mettre le lave-linge à 16 heures, parce que c'était aux heures creuses, elle s'en prenait plein la tête, quoi. Donc je disais, c'était moi qui devais le mettre, j'avais oublié. Comme ça, moi, j'avais les coups, j'étais bien costaud ce temps-là. Ça passait mieux. Tout le temps. Et après, le lendemain, elle a dit non, je quitte, je divorce, je veux plus être avec toi, j'ai trouvé un boulot, je vais prendre un appartement et maintenant j'ai du travail, je vais pouvoir subvenir aux besoins des enfants. Et là, il a pété les plombs, il a rebattu une deuxième fois, il l'a foutu à la cour. Et il y a un ami qui est passé, un ami de la famille qui est passé, qui a vu ma mère en sang. Donc il a ramené ma mère chez lui. Il dit, écoute, tu peux pas rester comme ça, viens à la maison, tu commences à travailler dans une semaine, tu vas prendre ton appartement et tu vas faire ta vie. Et mon père, peu de temps après, m'a fait téléphoner. Le lendemain, il dit, appelle ta mère, dis qu'elle revienne. J'avais peur. Moi, j'étais restée avec mon père. Parce que je me suis dit, si ma mère s'en va, moi, je m'en vais, j'avais peur de sa réaction. Inconsciemment, je savais qu'il était capable quand même de faire ce qu'il a fait. Donc j'ai dit, je vais rester avec, je vais essayer de tâtonner le terrain, faire croire que je suis de son côté. Comme ça, maman, de son côté, elle peut vite chercher un appartement et puis être content. Vous avez quel âge? 17 ans. Et j'ai un frère de 15 ans. Donc moi et mon frère, on est restés avec mon père. Et il est parti chez l'ami où il avait déposé les armes. Malheureusement, cet ami-là n'était pas là ce jour-là. Il est rentré dans la maison? Il est rentré dans la maison, il a fracturé la porte. Il a repris son arme. Il a chargé? Il a chargé, il a fait une quinzaine de kilomètres en voiture. En plus, ce jour-là, il y avait un contrôle de police. Il n'avait pas mis sa ceinture, on lui avait demandé de s'arrêter. Il a pris un PV? Non, il a continué. Ah, il a forcé le barrage? Il a forcé le barrage. Et il savait où était votre mère? Il savait, oui. Chez un ami, pas un amant, non? Chez un ami. Donc, il est parti chez l'ami en question. Lui, après, il s'est fait des films, hein, mon père. Quand ma mère est partie 3 jours, il s'est fait des films. Hein. Ça y est, c'était son amant. Oui, c'était un ami. Voilà. Donc, il est arrivé là-bas et il a forcé. Bien sûr, entre-temps, il y a un petit jeune qui avait vu que mon père sortait avec une arme. Donc, il va chez la personne, il fait, tu sais, j'ai vu un monsieur qui a cassé ton carreau et il a pris l'arme. L'ami en question, bien sûr, il a tout de suite compris que c'était mon père et qu'il allait faire du mal à ma mère. Donc, il est reparti chez lui et lui avait le numéro, on était amis, donc il appelle, il fait, Claudette, dépêche-toi. Va-t'en, Jean-Claude y arrive. Et ma mère au téléphone, elle me dit ouais, non, puis non, je bougerai pas. Pourquoi? Elle en avait marre. Mais je pense que déjà, elle en avait marre et elle n'aurait pas pensé à ce point-là. Tuer. Elle voulait le maîtriser? Ah non. Elle lui a dit arrête, qu'est-ce que tu fais? Et il a tiré 2 fois sur ma mère. Et après, le bonhomme en question, lui a pris peur, il a voulu sauver, et il a tiré dans le dos. Il a bousculé une fois ma mère lui a dit arrête, elle a su quand même une fois s'échapper, il lui a tiré 2 fois dans le dos. Je sais pas il a tiré pour tuer? Ah oui, bien sûr, parce que quand la police est arrivée tout de suite, parce qu'entre-temps, l'ami avait prévenu ma mère et la police en même temps, quand la police est arrivée, il est sorti de la maison, puis il fait ça y est, je me rends, c'est fait. Patricia, après avoir annoncé à votre mari que vous le quittiez, vous avez senti le danger? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Je sentais qu'il fallait que j'y aille doucement, que je fasse attention. Donc j'ai mis 4 mois pour tout doucement l'habituer à l'idée que j'allais divorcer. Mais je ne pensais pas qu'il allait commettre ce genre de geste, non. Le jour J, vous n'avez rien pu l'empêcher. Ce jour-là, qu'est-ce qui a poussé votre mari hors de lui? En fait, j'avais laissé devant le téléphone un post-it avec la référence d'un appartement qu'un ami m'avait trouvé, ce qui fait que j'allais quitter le domicile avec mes enfants pour reconstruire ma vie ailleurs. Vous aviez oublié le post-it? J'ai oublié le post-it devant le téléphone. Vous n'avez pas fait exprès? Non.
Il était dans quel état par rapport au Chris que vous aviez connu jusque-là? Il avait un regard de fou, c'était plus du tout le même. J'essayais de parler, mais je voyais bien que je parlais dans le vide. Parce que vous disiez tout à l'heure, j'arrivais à le contrôler verbalement, d'habituellement. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que j'ai toujours réussi à discuter avec lui, à lui faire comprendre que les choses qu'il faisait n'étaient pas normales et n'étaient pas bien. Mais là, j'essayais de discuter, mais je voyais bien que je discutais dans le vide et qu'il n'y avait pas de solution. Donc, j'étais un peu... j'étais pas un peu, j'étais carrément prise en otage dans ma propre maison. Donc, il a fallu que je réfléchisse très vite, puisqu'il me menaçait avec une arme, pour sauver ma vie. Je savais que là, il allait tirer. Là, j'ai pris conscience à ce moment-là, quand il m'a enfermée, qu'il fallait que je sauve ma vie. Voilà, il tire. Il tire et il retire. Voilà. Et vous lui parlez pendant qu'il tire. Qu'est-ce que vous lui dites? Alors, donc, je lui ai parlé avant qu'il tire, mais dès qu'il a tiré, en fait, donc, comme j'ai vu qu'il allait vraiment tirer, donc j'ai pris une chaise et je me suis baissée, ce qui m'a sauvé la vie. Et donc, à partir de ce moment-là, en fait, je me suis cachée sous des meubles et donc, il a continué à tirer, mais j'avais ma pleine conscience. En fait, j'ai pris une balle dans la tête, mais j'ai jamais perdu connaissance. C'est ce qui m'a sauvé également la vie. 3 balles, dont une dans la tête, vous avez jamais perdu votre conscience. Comment vous expliquez cela? C'est l'instinct de survie, ça? Je pense que oui, je crois que j'ai eu un petit ange au-dessus de moi qui m'a aidé et un gros instinct de survie qui m'a aidé à faire ce qu'on voit un peu dans les films. J'avais mis quelque chose autour de ma tête parce que le sang partait. Je m'étais dit, il ne faut pas que je perde conscience, sinon je suis fichue. Je m'étais mis en boule sur moi-même pour essayer de protéger mon cœur, enfin, tous mes organes vitaux. Donc, je crois que oui, j'ai eu un gros instinct de survie. Je ne peux pas empêcher de penser que c'est comme si vous aviez déjà préparé cette scène, inconsciemment. Inconsciemment, probablement, oui, parce qu'après, avec un gros suivi avec un psychanalyste, effectivement, on est revenu sur certains faits et j'étais probablement consciente qu'il allait arriver à ce genre d'extrémité. Même inconsciemment, je m'en doutais sans me le reconnaître à moi-même. Il a été condamné, il est en liberté aujourd'hui. Hein. Oui. On en reparle tout à l'heure. José, votre vie aussi a basculé d'un coup. Votre conjoint n'a pas essayé de vous supprimer, mais vous avez découvert, après combien d'années de vie commune? 6 ans et demi. 6 ans et demi. On croit connaître les gens. Vous avez découvert que votre prince charmant avait tout simplement tué son ex-femme. Cette personne, c'est mon compagnon avec qui j'ai vécu 6 ans et demi. Et puis, donc, en 99, il a été incarcéré parce qu'on a découvert qu'il avait tué son épouse et qu'il l'avait étranglée et puis découpée et mis au congélateur. Pendant toute cette période, Michel, son compagnon, fait croire à José que sa femme a disparu alors que son corps se trouve en fait découpé dans le congélateur de la maison qu'ils habitent, jusqu'au jour où l'enquête est réouverte. Il y avait plein de policiers et ils cherchaient le corps de son épouse. Quand on voit ça, on découvre tout ça, ça fait quand même un choc, quoi. Hein. Vous dites, la personne que j'aime, elle a pu commettre ça, c'est pas possible, moi. Je vais me réveiller, c'est un cauchemar. Quand la vérité éclate, les proches de José lui tournent le dos. Une seule personne sera présente, Christiane, une amie. Ensemble, elles se souviennent. C'est une situation qui faisait peur. Oui, ça fait peur, hein, oui. À tout le monde. Ah oui, ça fait moi, peur. On m'a déjà dit aussi comment est-ce que tu peux continuer comme ça et à prouver José qui va aller le voir, qui va ceci, qui va cela. Je dis, mais on n'est pas à la place de José, on n'est jamais à la place de quelqu'un d'autre. Hein. Ça me fait drôle, quoi. Ça me fait drôle. J'ai cru que j'allais être heureuse avec lui. Et enfin, le bonheur, ça a tourné en cauchemar, quoi. Depuis 8 ans, Michel est incarcéré pour meurtre. José se retrouve à vivre seul. Allez, je vais manger ce qu'il préfère. Des spaghettis à la bolognaise. Et je vous assure que je l'ai vraiment engueulé plusieurs fois en me disant « Mais tu te rends compte ce que tu m'as fait? Tu te rends compte dans ce que tu m'as emmené? Mais tu te rends compte ce que je vis à cause de toi ?» Et un jour, je me suis dit « Bon, moi, je dois arrêter tout ça. Moi, je n'en peux plus, C'est trop de souffrance, Et je me suis dit je vais prendre des cachets et puis je vais m'endormir et ce sera fini, quoi. » Et là, je me suis dit, non, je peux pas me tuer, quoi. Qu'est-ce qu'il va devenir? Est-ce que Michel va devenir? Et voilà. Et c'est ça qui m'a permis de continuer, quoi. Il faut continuer, et voilà. 3 fois par semaine, José rend visite à Michel en prison. Malgré l'horreur du crime, elle a décidé de rester avec lui.
La seule chose qui m'a fait peur, au début, c'était ses mains. Et c'est pas peur qu'il m'étrangle ou quoi que ce soit. Non, c'était le fait de dire, ces mains qui m'ont touchée, qui m'ont caressé, elles ont étranglé quelqu'un. Tu t'imagines? Je sais pas, je lui ai dit ça, je sais pas combien de fois. T'imagines mettant ôté la vie à quelqu'un? Et il me dit, oui, je sais, c'est terrible ce que j'ai fait, c'est terrible ce que j'ai fait. Mais peur qu'il me fasse quelque chose. Disons que c'est peut-être un peu difficile à comprendre, mais j'ai jamais eu peur de lui. J'ai vécu 6 ans et demi, j'ai pas vécu 6 mois avec lui. J'ai vécu 6 ans et demi avec lui. Voilà, ici on arrive à la prison, qui se trouve à un quart d'heure de chez moi. Michel, j'arrive, je suis là, j'accours. C'était pas la vie dont je rêvais. Ça, c'est sûr que c'était pas la vie dont je rêvais. Jamais j'aurais pu penser qu'un jour j'allais me retrouver à aller voir quelqu'un en prison. Mais c'est en prison aussi que je lui ai pardonné son geste, oui. Michel nous regarde aujourd'hui par le biais de la RTBF. Il sait que vous êtes ici? Oui, il sait que je suis ici, oui. Vous saviez que la femme de votre ami avait disparu sans en savoir plus sur la question. Il vous avait dit dès votre rencontre, vous étiez loin évidemment de vous douter de la vérité, puisque c'est seulement 6 ans après que vous découvrez que depuis 6 ans, ça fout les frissons, vous vivez avec le corps de la femme de votre compagnon dans votre congélateur. Dans un congélateur où vous qui rangez... se trouvait, oui, dans un congélateur qui se trouvait dans la cave. Et oui. Que vous utilisiez pour votre vie à tous les deux. Oui. Oui, et vous n'aviez jamais vu ce qu'il y avait à l'intérieur? Mais disons que, comme il s'occupait de beaucoup de choses dans le ménage, moi j'allais rarement dans ce congélateur. C'était toujours lui qui allait chercher la viande. Voilà. Et quand on allait chercher de la viande, il disait je sais comment je dois mettre mes affaires dans le congélateur. Ouais, vous laissez pas trop vous approcher du congélateur. Faire parce qu'il s'occupait de plein de choses, donc. Ça n'a pas attiré spécialement. Mais là, c'est les experts, quoi. C'est FBI, quoi. C'est porté disparu. C'est là, non, mais c'est incroyable, quoi, ce congélateur, non? Oui, il y a de quoi défaillir quand on se repasse le film. Oui, c'est terrible. C'est-à-dire que 6 ans et demi, on a vécu. Avec... 2 ans et demi dans cette maison, quoi. Oui, 2 ans et demi dans la maison. Quand vous l'avez appris, quelle était votre première pensée? Mais quand il me l'a dit, ça a été terrible, quoi. J'ai cru que j'allais mourir. Je me suis mise à hurler en me disant mais c'est pas possible. Je n'arrêtais pas de pleurer. Comme on se dit, on se tape la tête au mur. Vous comprenez les cauchemars la nuit? Oui. Après, j'ai compris pourquoi tous ces cauchemars, pourquoi il était... parfois, je lui disais souvent, mais enfin... je disais, ça rejoint un peu ce que madame était. C'était quelqu'un de faible. Donc, parfois, je lui disais, mais enfin... Mais qu'est-ce que vous appelez quelqu'un de faible, exactement? Mais quelqu'un qui se laisse... oui. Qui passe de crise de nerfs à crise de larmes? Non. Quelqu'un qui se laisse faire, qui a besoin d'amour, et puis qui... Qui n'arrive pas à s'imposer dans la vie? Voilà, qui n'a pas de caractère, oui. Qui n'arrive pas à s'imposer en société? Oui. Votre compagnon vous a raconté un film d'horreur, quasiment, un terrible film d'horreur. Quel film, alors? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il vous a avoué qu'il avait étranglé sa femme? Oui, il m'a dit, qu'il l'avait découpée? Oui. Comment vous avez vécu avec cet homme si doux que vous aimiez tant, avec ses mains dont vous parlez dans le reportage avec beaucoup de délicatesse? Comment vous l'imaginez en train de commettre une telle atrocité? Est-ce que vous arrivez à faire la part des choses? Non. Vous l'aimez encore aujourd'hui, hein, Oui. Non, pour vous, c'est le même homme? Non, c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre qui a fait ça, parce que je n'arrivais pas à réaliser qu'il puisse commettre un tel acte. Et maintenant, je n'arrive toujours pas à réaliser, parce que c'est... je crois que je n'arriverai jamais. On est sidéré, oui. On réfléchit, oui. On pardonne pas? On pardonne parce que la personne, elle s'excuse et elle demande pardon du mal qu'elle a pu me faire à moi aussi, parce qu'elle m'a amenée dans une histoire épouvantable, parce que moi je me suis retrouvée à la rue, donc... Une fois qu'il a été en prison? Ah oui, on a mis les scellés sur la maison. Moi, je me suis retrouvée à la rue, quoi. J'avais plus rien, plus de vêtements. J'ai dû me battre pendant 18 mois pour récupérer toutes mes affaires, quoi. Il a été condamné à quelle peine? Il a été condamné à 30 ans. Wow. 30 ans. Ça fait combien de temps qu'il est en prison? Ça fait 8 ans qu'il est en prison, au mois de juillet, 8 ans. Et vous êtes avec lui? Vous ne voyez pas d'autres hommes?
Non. Vous ne pensez pas à notre amour? Non. Non. Angélique, le jour du drame, vous déjeuniez au restaurant avec votre nouvelle amie. Votre ex vous a téléphoné une fois de plus. Toute la matinée, vous avez laissé les messages. Alors, quand il vous a pas au téléphone, on a compris qu'il était menaçant et insultant. Quand il vous a au téléphone, tout d'un coup, c'est un petit papillon. Vous lui avez alors expliqué que vous étiez de nouveau en couple. Alors là, c'était une information pour lui. Non. Avant, j'ai pas répondu de la matinée à ses appels, à ses messages. J'avais d'ailleurs coupé le portable et j'avais plein de messages. Et c'est quand je l'ai allumé, le portable, que j'ai écouté mes messages. Et que d'ailleurs, mon compagnon était à côté de moi. Et voilà, le nouveau compagnon, oui. Et il criait tellement fort qu'il a entendu les messages. Mais là, c'était vraiment des menaces très lourdes, quoi. Vraiment très lourdes. Ça peut être pire que menacer vos enfants de mort? C'était qu'il allait venir tuer mes enfants. Tout de suite? Ouais. J'ai fait écouter mes messages à mon nouveau compagnon. Et il m'a dit, mais s'il y a longtemps que ça dure, ces messages, ces menaces? Ben, j'ai dit oui, ça fait un petit moment et tout. Et puis là, il me dit, mais qu'est-ce que tu attends? J'ai dit, mais parce que je ne l'ai pas pris au sérieux. Mais là, quand même, je ne les efface pas. Je vais quand même... je les efface pas, je vais quand même aller porter plainte parce que ça me fait peur. Il m'a dit, mais tu n'as pas... Il ne faut pas faire ça, quoi. Et puis il me dit, tu lui as dit que tu avais rencontré quelqu'un? J'ai dit, ben non, je ne risquais pas de lui dire, quoi. De la peur que j'avais. Et il m'a dit, s'il t'appelle, tu lui dis, n'aie pas peur, aujourd'hui je suis avec toi, tu lui dis. Et c'est ce qui s'est passé, bien entendu. Il a rappelé et là, j'ai répondu. Et quand j'ai répondu en agressivité, en lui demandant pourquoi il menaçait mes enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait mes enfants. Et là, il ne me laissait pas parler, il hurlait au téléphone en me disant tu as quelqu'un. Et puis j'ai dit oui, j'ai quelqu'un, mais il ne me croyait pas. Il me dit c'est pas vrai, tu es à côté de lui? Oui, je suis à côté de lui. Ah, c'est pas vrai et tout. J'ai dit je te le passe si tu veux. Ça s'est passé comme ça, je lui ai passé le téléphone. Puis en fait, ils se sont dit, mon nouveau compagnon a dit pourquoi il menaçait des menaces comme ça auprès des enfants, il n'avait pas à le faire, ça ne se faisait pas, que mes enfants n'avaient jamais rien fait et tout. Et mon ex-compagnon a dit qu'il voulait parler avec lui, discuter, enfin voilà, donc ils ont raccroché. La conversation a été pour moi calme, j'étais à côté, donc calme, il n'y a pas eu de menaces, il n'y a rien eu. Et là, donc, mon nouveau compagnon me dit je vais aller le voir, discuter avec lui. C'était les horaires de travail. Et j'ai pas voulu qu'il y aille, je voulais pas. Je dis on ne sait jamais s'il y a bagarre. Moi, j'aurais jamais imaginé coup de fusil, jamais. Je pensais une bagarre entre hommes et tout, mais j'ai dit bon, sur le lieu de travail, je préfère se voir une autre occasion, mais pas là, sur le lieu de travail. Et puis bon, il insistait à y aller. J'ai dit mais si, justement, je vois pas pourquoi. Il veut me voir, j'y vais. J'ai voulu y aller avec lui. Puis voilà, donc qu'est-ce que... Vous êtes arrivé sur le lieu de travail ou à son domicile? Lieu de travail et domicile. Ah, il travaillait au même endroit? Il avait, oui, c'est pas un mobil-home, ça ressemble à un mobil-home. C'est Agelco, ça s'appelle, oui, je crois, oui. Qui touche son lieu de travail, quoi. C'est dans la même... D'accord, c'est le même lieu, quoi. Même lieu. Et alors? En fait, quand on est arrivé, j'ai reçu un coup de téléphone juste avant de rentrer dans le chemin. Et là, il m'a dit, je crois que j'ai compris, c'est pas la peine que tu viennes. J'ai dit, écoute, c'est trop tard, on est là. C'est trop tard, on était dans le chemin. C'est trop tard, on est là. Je crois que c'est l'erreur que j'ai faite d'avoir dit, c'est trop tard, on est là. Parce que je pense qu'il a eu le temps d'aller chez lui. De quitter donc le lieu où il bossait pour aller à quelques mètres chercher le fusil dans Tout à fait, il savait que... Voilà. Parce que je lui ai dit, on est là, on est dans le chemin, donc voilà. Vous vous souvenez comment ça s'est passé? En fait, on est descendu, il y avait beaucoup de monde, parce que c'est un entrepôt où ils vendent des meubles d'occasion, tout. Donc il y avait du monde ce jour-là. Et donc on est obligé de passer devant le magasin. Et là, je regardais à la caisse, si je le voyais, il était souvent à la caisse ou par là. Puis je ne l'ai pas vu, et j'ai dit à mes nouveaux compagnons, j'ai dit, je ne le vois pas dans le magasin. Puis j'ai autant, il est chez lui. En fait, on descend du véhicule, on se gare, on descend du véhicule. Puis je viens en direction de son domicile. Et à 1 mètre du portail à peu près, je l'ai entendu dire Angers, rentre pas. Il a crié Angers, rentre pas. Angers, c'est vous, hein? Angers, c'est moi, voilà. Il coupe le prénom. Puis je lui ai dit, mais on est juste là pour discuter. Puis je vois mon nouveau compagnon qui était à ma gauche. Il se met les mains comme ça sur la poitrine. Oups!
Puis j'ai eu le temps de le regarder, puis mais 2 secondes, ça passe tellement vite, de lui dire mais qu'est-ce que tu as? Et au moment où j'ai dit qu'est-ce que tu as, j'ai entendu une détonation et puis du sang sortir de ses mains. Et là, je l'ai tiré, mais bon, il s'est écroulé, je veux dire à quoi, à 2 mètres. Il a fait 2 pas parce que c'est moi qui l'ai pris, mais il s'est écroulé. Il vous a épargné, il n'a pas tiré sur vous? Il m'a évité, on va dire. J'ai évité 4 balles et... Comment vous avez fait pour éviter 4 balles? Un portail en fer qui a dévié les balles et je les ai évitées. Grâce à une voisine, cet homme a finalement été désarmé. Vous étiez saine et sauve. Votre compagnon a été mortellement blessé. Quels sont les derniers mots que vous avez pu échanger avec lui, avec votre nouvel amour? Les derniers mots, moi je pense que... En fait, à l'autopsie, ils m'ont dit que... Parce que, bon, bien sûr, quand il était au sol, je lui parlais, je lui disais, tiens, bon, les pompiers vont arriver et tout, mais bon, en même temps, je lui parlais pas très fort parce que il était à côté, qu'il était armé. Mais je lui disais, tiens bon, les pompiers vont arriver et tout, mais d'après l'autopsie, il était déjà décédé. C'est-à-dire que quand moi, je l'ai tiré, il était déjà décédé. Et pendant ce temps, votre ex, il rechargeait? Qu'est-ce qu'il faisait? En fait, oui, non, il a été très, après très calme, quoi, si vous voulez. Donc il a tiré, mais derrière le portail. Et en fait, il y avait un brise-vue, c'est-à-dire que moi, nous, on ne le voyait pas, mais lui nous voyait. Lui nous voyait. Et donc il a tiré. Le temps que je le prenne, qu'il s'est écroulé, puis il a ouvert le portail, il a pointé le fusil sur moi. Là, je suis partie, je me suis relevée, je suis partie en courant vers où il y avait sa patronne, enfin tout ça, les gens, en criant au secours et tout. Et puis, j'ai demandé à quelqu'un d'appeler les pompiers. Et je suis revenue, je me suis remise à genoux auprès de mon nouveau compagnon. Et ses dernières paroles ont été, au moins lui, tu l'aimeras plus. Voilà, ça c'est... Alors après, comment on fait pour se construire? Comment on fait pour croire à nouveau à l'amour, après le choc, après la sidération? Comment on fait pour reprendre une vie amoureuse? À qui refaire confiance? C'est ce dont nous parlons dans quelques instants, juste après ce message de la rédaction. Vous êtes retombé amoureux ou amoureuse de votre ex après plusieurs années de rupture. Vous êtes sur le point de vous remarier avec votre ex-mari ou votre ex-femme. Vous avez donné une seconde chance à votre ex, mais ça ne marche plus entre vous. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement, dans Toute une histoire, des enfants nous raconteront comment ils vivent avec le virus du sida, transmis par leur maman. Tatiana a 10 ans aujourd'hui. Je l'ai attrapé, maman au départ, elle l'a eu, puis après quand elle m'a mis au monde, je l'ai attrapé. La maladie lui gâche bien la vie, quoi. Cette maladie elle me fait que elle me rend malheureuse des fois. Véronique est enceinte de 4 mois. Elle a pris le risque de transmettre le virus à son enfant. Ça, c'est le dilemme d'une maman quand on est séropositif. Si mon bébé est séropositif, oui, je vais me sentir coupable. Charlotte, 17 ans, a perdu sa mère et se bat aujourd'hui contre la maladie. Je suis plus faible qu'une autre personne. Je peux attraper tout ce que les autres ont. J'ai peut-être une maladie grave, mais je veux faire ma vie comme tout le monde. Je veux m'en sortir. Quelle vie amoureuse reconstruire après un tel drame? Est-ce qu'on peut pardonner à ces meurtriers qui ont tué d'amour, submergés par leur désespoir? C'est la 3e partie de notre émission. Comment vous préparez-vous à l'idée qu'ils sortent de prison? J'espère ne jamais le revoir. Il vous a donné des nouvelles de prison? Non. Ça fait combien de temps qu'il est en prison maintenant? Depuis 2003. Est-ce que vous avez pu refaire confiance à un homme depuis? Non. Ça viendra, je pense, mais je veux pas. La peur de rencontrer quelqu'un qui soit jaloux, la peur de... Pour l'instant, non. Vous interdisez de retomber amoureuse? Interdire, non, mais pour l'instant, je suis très bien toute seule. Voilà. Sur la défensive, quoi. Patricia, on le disait, votre mari est libre aujourd'hui. Est-ce que vous vivez dans la peur? Non. Non, mon cerveau a la faculté d'avoir oublié tout ça. Et on va dire, j'ai tourné la page et je me reconstruis une vie sans penser à ce qui m'est arrivé. Ce sont vos enfants qui ont peur pour vous, j'ai l'impression, non? Mes enfants et mon entourage.
Mais mes enfants, mon entourage ont peur, oui, effectivement. Ont peur. Et vous, non? Non, j'ai pas peur. Mais pourquoi? Parce que vous refusez de vivre dans la peur? Je veux pas vivre dans la peur parce que ça voudrait dire qu'il a gagné quelque part et en fait, et je veux pas, je veux pas avoir peur de lui parce que je veux pas. Votre père est sorti de prison en 2005, Christelle. Après sa sortie, vous l'avez finalement revu et vous avez même finalement renoué. Comment ça s'est passé? Comment est-ce possible? Quand j'ai su qu'il était sorti, bien sûr, je voulais plus sortir parce qu'il habitait chez ma grand-mère, donc pas très loin de la maison. Donc à la base, je voulais plus sortir de chez moi. Enfin, 15 jours, je me suis renfermée et j'ai mon mari qui me dit non, on va quand même pas commencer à te renfermer. Tu as repris des contacts en plus avec ta famille du côté de mon père, parce que bon, j'ai repris contact avec ma tante. Il dit, tu vas pas te couper non plus maintenant de ta tante, tout ça, parce que ton père est sorti. Je fais, bah ouais, c'est vrai, t'as raison. Allez, bah, je sors. Et puis, en discutant de tout ça avec mon mari, j'ai mon fils qui était là. Quel âge? 6 ans. Et il me regarde, il fait, mais ton papa, il est vivant? Parce que moi, à la base, j'avais dit que mes parents étaient morts. Donc, je fais, bah oui, mon papa est vivant. Ah bah c'est génial, il dit, mamie, elle va revenir alors. Je fais, peut-être. Et alors il dit, bah moi je veux voir mon pépé. Un jour j'arrive chez ma tante et mon père se trouvait là. Donc c'est clair, c'était froid. Et j'ai vu mon fils tout de suite lui dire bonjour, jouer avec, il jouait tout le temps avec. Et voilà, quoi, je l'ai fait plutôt pour mes enfants. Le voir et le revoir. Et vous, finalement, vous avez renoué avec votre père? Vous ne parlez pas? Je lui parlais très peu. Le strict minimum? Le strict minimum. Il m'a même reproché, quand plus ou moins je devais lui adresser la parole, je disais ou bien j'attendais qu'il me regarde. Vous ne disiez pas papa, quoi? Non. Il me l'a reproché. Il m'a dit, je suis ton père. Je lui ai répondu, ça fait 10 ans que je dis plus papa. Ni maman, ça ne va pas recommencer. Vous comprenez que José est pardonné? On n'a pas apporté de jugement sur la vie des autres, mais on a le droit d'avoir une opinion. Bah, moi, j'aurais peur pour moi. S'il l'a fait une fois, il peut faire 2 fois. Vous-même, vous avez pu faire ce cheminement, José? Vous avez pu pardonner? Oui. Par amour ou parce que vous pensez que ça ne peut pas arriver une deuxième fois? Ça ne peut pas arriver une deuxième fois. Est-ce que vous vous sentez en danger à ses côtés quand vous allez lui rendre visite en prison? Jamais. Non. Jamais. Non. Je ne me suis jamais sentie oui, jamais. Non, je ne me sens pas en danger. Non, pas du tout. Quelles sont les statistiques de récidive en cas de crime passionnel? On n'a pas tellement de statistiques en matière de crime passionnel d'une manière générale, mais ce qu'on peut se dire, c'est que il faut vraiment un cocktail, un paroxysme de passion. À un moment donné de sa vie, on sort de soi-même, on sort complètement de toute sa norme, de tout ce qui fait qu'on vit en société et qu'on fait attention les uns aux autres et qu'on respecte la loi. On imagine mal que ça se repasse, ne serait-ce que parce que ça s'est passé une fois. C'est-à-dire que celui qui a commis cet acte-là ne peut plus se dire « je ne sais plus jusqu'où vont mes limites ». À ce moment-là, il les connaît. Ouais, soyez réfléchi, tirez une leçon de l'histoire. Et puis en général, la leçon se tire aussi au travers des jours passés derrière les barreaux, où il y a une réflexion. Avec une thérapie aussi. Mais il a la chance de vous avoir, madame. Je crois que c'est sa meilleure thérapie. Je crois que si vous n'étiez pas là, peut-être qu'il n'aurait pas retrouvé le goût à la vie. Et il n'aurait pas pu connaître et comprendre les erreurs qu'il a pu Parce faire. Parce que maintenant, la première chose qu'il m'a dite, par exemple, en prison, c'est que je suis peut-être en prison, mais maintenant je suis libre. Parce que dans sa tête, il était libre. Enfin, il purgeait, il payait ce qu'il avait fait, quoi. Donc, c'est un peu paradoxal, mais il est libre maintenant dans sa tête. Non, mais il s'est enfermé dans son mensonge. C'est-à-dire quand ça s'est passé, c'était passé, il l'a caché, puis après, il était enfermé dans son mensonge. Est-ce qu'il fait encore des cauchemars la nuit? Non, pas que je sache en tout cas, il ne me le raconte pas, mais... non, mais je crois qu'il doit vivre en paix maintenant. Non, il vit en paix maintenant. Logiquement. Oui. Un unique et définitif dérapage pour un seul amour, c'est ainsi qu'on peut définir un crime passionnel, mais combien de vies brisées. Heureusement, il est possible de se reconstruire. Patricia en est la preuve, elle n'a pas peur. J'espère qu'un jour je pourrai vous accueillir sur ce plateau à visage découvert. Patricia, ce sera la preuve que vos enfants n'ont plus peur de vous perdre aussi, que vous n'avez plus besoin d'être protégés. Ce sera une bonne nouvelle, peut-être dans ces prochains mois, peut-être qu'une fois l'émission aura été vue. Disons que c'est mon entourage en fait qui
qui me dira ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ne veulent pas. Parce que bon, moi, j'ai fait, on va dire, mon deuil, entre guillemets. Donc, c'est à eux, en fait, de me dire, bah oui, tu peux y aller, ça y est, on a digéré. Mais bon, apparemment, pour l'instant, si moi, j'ai fait le travail, eux ne l'ont pas encore fait. Donc, je respecte leur choix. Je comprends très bien. Et vous, madame, tous ceux qui sont tentés, comme vous, même fugacement, est-ce une preuve d'amour que de tuer celui qu'on aime ? Personnellement, je ne crois pas. C'est pas de l'amour, alors c'est de l'amour auto-centré, on appelle ça de l'égoïsme. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir et à la prochaine fois.